Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans ce nouvel épisode de So Sweet Planet, je reçois Anne-Sophie Novelle, journaliste indépendante, auteure et réalisatrice. Anne-Sophie est spécialisée dans les questions d'environnement et d'écologie. Et elle est l'auteure de plusieurs livres. Je l'avais déjà reçue sur So Sweet Planet pour parler de l'un d'entre eux, Les médias, le monde et nous, qui explorait déjà beaucoup de sujets passionnants sur la façon dont on fabrique et dont on consomme l'information. Je suis ravie de l'accueillir à nouveau aujourd'hui pour nous parler de son nouveau livre, L'enquête sauvage, pourquoi et comment renouer avec le vivant, une belle aventure qui nous invite à la suivre dans ses pas, ses émotions et sa tête au travers d'un parcours initiatique qui a le bon goût de ne pas se prendre trop au sérieux, mais pour laquelle Anne-Sophie Novelle a mené une enquête riche et rigoureuse pendant plus d'1 an, allant aussi bien sur le terrain rencontrer celles et ceux qui sont en lien ou qui éveillent à ce lien au vivant par différentes méthodes, que des scientifiques qui nous donnent aussi pas mal de clés, un éventail d'approches variées donc que l'on explore avec plaisir. Anne-Sophie Novelle aime transmettre et donner envie d'agir. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Anne. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'a amené à écrire ce livre ? Parce que je crois qu'il y a eu tout un contexte qui a fait que finalement, tu t'es lancée dans cette aventure. Il y a plusieurs choses en effet, j'en listerai 3, mais quand ça a commencé au printemps 2020, je venais de terminer mon tour de France sur cette question des médias. Pour laquelle on s'était rencontrés. Donc un sujet qui m'a occupée pendant 4 années et j'avais besoin de me poser. Donc je me suis posée, avec le confinement, c'était rendu encore plus facile. Oui. C'est à ce moment-là aussi que la revue suisse La Salamandre et le mouvement des Colibris sont venus me voir en disant voilà, on veut lancer une collection de livres, on aimerait te confier une aventure sur notre rapport à la nature. Et moi-même, j'avais envie de renouer aussi avec ces thématiques que je n'avais pas investiguées depuis un petit bout de temps. C'est un peu ma spécialité, c'est pour ça que je suis devenue journaliste. Oui. Et me retrouvant comme ça sur pause avec cette proposition, voilà. Et j'ai été aussi face à moi-même dans le sens où je me suis rendu compte que j'avais beau travailler sur ces questions de climat, d'environnement depuis une 15aine d'années. J'avais une connaissance de papier très intellectuelle de ces sujets, mais pas du tout une approche sensible, à bien connaître les différentes espèces d'arbres ou d'oiseaux. Et oui, comme une personne qui vit à la campagne en permanence. Voilà, la petite urbaine que je suis devenue avec le temps, parce que j'ai grandi en Bourgogne, j'étais quand même dans le semi-rural. Mm-hmm. Mais je me suis coupée moi-même de ce rapport à notre environnement, à ce qu'on appelle la nature, entre guillemets. Et donc, l'idée était de dire quel récit pourrait-on faire alors qu'aujourd'hui, les penseurs, les experts, les scientifiques sont nombreux à nous alerter sur la manière dont on s'est coupé du non-humain et du reste du vivant. Et donc le challenge était de dire j'ai une 40aine d'années, je suis maman, j'ai un métier qui m'occupe à 100%, voire 200% de mon temps. Oui. Et on a ces invitations-là, mais de quoi s'agit-il et comment je peux faire à mon échelle, mais aussi quand on comprend ces enjeux, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin ? Et pour aider les autres peut-être à aller aussi plus loin. Oui, mais au début de l'enquête, j'avoue que je savais pas où j'allais amener. C'est comme dans chaque investigation, il y a une question de départ. Et puis après, on investigue, on fait ses recherches, on ouvre des pistes qu'on peut arrêter, comme on n'en soupçonnait pas certaines. Et donc pendant 6 mois, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir à la machette dans la jungle, en train de défricher une espèce de chemin. Et puis un jour, je me suis rendu compte que le sujet poussait en moi, mais vraiment littéralement, c'était pas factice, c'était pas juste une commande, c'était vraiment une quête que je vivais de l'intérieur et qui m'a fait me poser plein de questions. Donc j'étais moi-même devenue le cobaye de ma propre quête. Donc ça a été très riche pour moi, cette expérience, ça a été assez transformateur. Oui, et c'est ça qui est intéressant pour nous. Parce que effectivement, c'est vivant, on peut dire. L'enquête en elle-même est vivante. Est-ce qu'elle est en permanence il y a vraiment une évolution et on sent ton évolution. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots comment tu as choisi
tes expériences et les personnes que tu as suivies sur le terrain, et aussi comment tu as choisi les experts et les scientifiques que tu es allé interroger, parce qu'il y a une richesse et une diversité de personnes avec lesquelles tu interagis qui est vraiment intéressante. J'ai été au total voir une petite centaine de personnes, je crois, dans le cadre de cette enquête. Oui. Il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase où, chaque fois que je fais ce genre de travail, je n'aime pas refaire ce que d'autres font déjà très bien par ailleurs. Donc, je passe un petit moment à m'imbiber, à lire ou à me renseigner énormément sur ce qui a déjà été fait sur le sujet. Donc voilà, ça a été la première étape. La seconde a été un peu forcée par les différents, pas confinements, mais les restrictions de déplacement qu'on avait, ce qui fait que c'était pas plus mal. J'ai fait d'une force quelque chose qui aurait pu être une faiblesse dans l'enquête, mais je me suis aussi interrogée sur qui, aux alentours de chez moi, a une approche du vivant qui pourrait être intéressante. Oui. Et qui puis-je trouver dans le monde associatif ou dans les scientifiques. Donc j'ai aussi été voir aux alentours. Et puis, donc après, chez toi, c'est dans le sud-ouest. Je suis dans le sud-ouest, à 25 km de Bordeaux. Oui, pardon. Je suis dans une région qu'on appelle l'Entre-deux-Mers. Pas très loin de Saint-Émilion, Libourne, donc une région assez viticole, avec des gros problèmes autour des pesticides, par exemple. Et beaucoup de chasse aussi, il faut en parler. Oui. Et du coup, il y avait cette dimension-là. Et puis, au niveau des expériences, j'ai été un peu... je me suis laissée aller parce que je voyais comme récit sur l'affût, par exemple, ou même le bivouac, où dans tous les récits, on part comme ça avec un sac, et moi, je ne l'avais jamais fait. Donc, en fait, c'était aussi cette expérience-là. Oui, on va en parler. Natacha Bigan, avec qui je travaille beaucoup, habite dans le Jura. Elle m'a dit, tu ne feras pas cette enquête sans venir me voir, et je vais te faire rencontrer nombre de photographes naturalistes. Tu vas venir avec moi, on va bivouaquer sous la neige. Et voilà, on a fait plein d'expériences comme ça, toutes les deux. Et ça a été tellement riche de passer ce temps-là avec elle, parce qu'elle est graphiste et photographe amatrice. Oui. Et donc en fait, c'est pour ça, j'ai vraiment été faire plein de choses très différentes. Et un matin, je me suis levée, ça c'est comme une solution en chimie, ça se précipite. Et j'ai eu la trame du récit qui est maintenant dans le livre, à me dire, mais en fait, cette entrée par les sens, je vais la raconter comme ça parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti, ça a été évolutif, ça a poussé en moi et j'ai dû faire un travail sur moi, sur les peurs, avant de tirer en fait de cette expérience personnelle une substantifique moelle qui pour moi est où est le fil politique de ce qu'on peut retirer aussi de ce récit-là. C'était important pour moi que ça ne reste pas juste la gentille journaliste bobo qui fait son expérience pour se reconnecter au vivant et puis voilà, c'est pas du tout l'enjeu de ce bouquin. Oui. Alors le livre est divisé donc en chapitres dont les titres donnent une bonne idée des différentes approches que tu nous proposes d'explorer avec toi. Donc on a écouté, observer, ressentir, s'ensauvager, cultiver, cohabiter, lutter, transmettre. Dans chaque chapitre, on suit tes expériences et tes rencontres, car il y a un dialogue continu entre tes observations intérieures, les évolutions à l'intérieur de toi, selon donc les expériences que tu vis, et les échanges avec l'extérieur, avec toutes les personnes que tu pars rencontrer. Il est donc beaucoup question d'écoute, c'est d'ailleurs le premier chapitre, écouter. Tu écris où l'on comprend que se taire permet de faire le premier pas vers la vie sauvage. Et tu vas donc expérimenter plusieurs exercices qui permettent de reprêter attention au vivant et d'ouvrir ou de réouvrir nos propres sens. Quelle expérience t'a le plus étonné dans ce domaine de l'écoute ? Alors, il faut l'entendre de plusieurs manières, c'est-à-dire, est-ce que nous sommes à l'écoute de ceux qui nous alertent dans la société aujourd'hui, qui est une vaste question. On a nombre d'alertes, mais on n'y répond pas forcément. C'était être à l'écoute, ça veut dire quoi aujourd'hui ? Et c'est vrai que on va tous se balader les week-ends ou durant les vacances en pleine nature. Et moi, j'y vais avec mes enfants, avec mes copains, et on est toujours en train de parler, etc. Et en fait, les puristes que j'ai été voir me disent mais chut, tout le temps. J'étais là, mais oui, mais en fait c'est vrai, il faut que je me taise en fait, il faut que j'apprenne à donc à te rendre disponible. À me rendre disponible, à tendre l'oreille et ça met dans une posture rien que ça très différente de savoir se taire en fait. Oui.
Et du coup, maintenant, je ne peux plus faire autrement. C'est vrai que j'ai appris à ne plus trop parler dans ces moments-là pour tendre mon oreille, pour la laisser traîner, comme disent les personnes que j'ai rencontrées. Et je me suis rendu compte qu'on était trop bruyant, en fait, et que ce sens de l'écoute, il est finalement très important. Et que même dans le débat public aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous manque. On ne s'entend plus nous-mêmes. Donc comment est-ce qu'on pourrait entendre le reste du non-humain alors qu'on n'y prête plus du tout attention? Donc cette écoute, c'est aussi cette façon de prêter attention, de tendre l'oreille, à se dire, voilà, et ce que disent en fait les bioacousticiens que j'ai été rencontrés et les ornithologues, parce qu'en fait, mon entrée au-delà de l'écoute, c'est celle des oiseaux, auxquels je prêtais pas plus attention que ça, mais je me suis rendu compte que ces messagers-là étaient les plus importants. Mais on pourrait parler pareil des insectes pollinisateurs. C'est qu'en fait, l'érosion de cette biodiversité, on va dire, fait que petit à petit, c'est le silence qui s'installe. Et quand on réalisera qu'à force de ne plus être à l'écoute, le silence s'est installé de manière définitive, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Parce que cette richesse-là se sera juste envolée, pour le coup, définitivement. Et c'est ça aussi le message de ce premier chapitre, qui est de dire, à force de ne plus tendre l'oreille, il sera trop tard, mais vraiment beaucoup trop tard. Oui. Et le bioacousticien le dit bien, il dit, pendant le confinement, je me suis régalée. Mais il y a des silences qui vous donnent la chair de poule, notamment dans la Beauce où il n'y a plus de biodiversité. Et c'est vrai que ce vide-là, parfois, dans certains endroits, je me rends compte que ça ne chante pas, ou il n'y a pas la richesse. Et souvent, je me dis, mais comment était-ce avant, du temps de mes grands-parents quand ils étaient jeunes? Je pense qu'on entendait, et moi-même, je pense qu'à l'échelle de ma petite vie, de quand j'étais petite en Bourgogne, ou en Savoie quand j'allais en vacances, je devais entendre différemment cette biodiversité, ce qui grouillait en forêt. Et voilà. Et ce sens-là, en fait, est très précieux pour moi, parce que on n'y prête pas attention non plus, alors que c'est une formidable porte d'entrée dans le sujet. Et alors, il y a une des personnes justement que tu as rencontrées pour ce chapitre, que j'avais aussi interviewée pour So Sweet Planet, que j'aime beaucoup, enfin qui m'a vraiment, je trouve qu'il y a une capacité à transmettre, parce que c'est aussi la richesse du livre, d'être allé chercher des personnes qui ont cette capacité de nous communiquer un certain enthousiasme aussi dans cette quête. Je pense à Fernand de Roussen, qui est je suis en train de chercher le nom de son audio-naturaliste, je crois, le terme exact. Et qui est très sensible à tout ça, parce qu'il y a vraiment une question de sensibilité, et qui racontait aussi que pendant le confinement, justement, il avait pu en profiter, parce que d'un seul coup, il y avait tout un tas d'oiseaux, enfin on en a beaucoup entendu parler, qui se sont comme réveillés, et en fait c'est aussi nous qui nous sommes réveillés en faisant moins de bruit, voilà. Comme tu le dis bien. On faisait moins de bruit, du coup on les a plus entendus. Oui. On s'est rendu compte que lorsqu'on fait du bruit, les oiseaux sont obligés de chanter plus fort pour s'entendre et communiquer entre eux. Donc on prend de la place. Oui, on prend trop de place. Et la pollution sonore, en fait, pareil, c'est un sujet dont on ne parle pas. On va en reparler. Mais la pollution sonore a des impacts, en fait, alors, et sur nous, bien sûr, mais aussi sur le reste du vivant. Donc cette porte d'entrée-là, elle est vraiment pour moi très importante. Alors, le fait qu'il y ait un mix permanent entre tes expériences personnelles et des données factuelles recueillies auprès d'experts et de scientifiques donne un ensemble très riche et très intéressant. On apprend beaucoup de choses surprenantes qui éveillent la lectrice ou le lecteur au vivant. Déjà, avant de faire nous-mêmes des expériences un peu plus sur le terrain, si on le souhaite, au vivant, à son fonctionnement, à notre fonctionnement. Donc, j'aimerais donner 2 exemples qui illustrent ça. J'ai été très surprise de lire, par exemple, page 29, justement, on est dans la continuité de ce que tu étais en train de dire. Notre pollution sonore est telle que les biologistes ont même commencé à étudier son impact sur la faune et la flore. À court terme, le bruit chasse les pollinisateurs et les insectes. À long terme, il réduit de manière quasi définitive le nombre de jeunes pousses, selon une étude publiée dans Proceedings of the Royal Society B. Les scientifiques américains qui l'ont réalisé ont étudié des arbres exposés pendant 15 ans à un niveau élevé de bruit artificiel au Nouveau-Mexique. Ils ont notamment observé une réduction de 75% de jeunes pousses de pin à pignon dans les zones bruyantes par rapport aux zones plus calmes.
Et je voudrais terminer pour donner à nos auditrices et auditeurs une idée de tout ce qu'ils peuvent apprendre en lisant ton livre, page 30. Tu veux nous le lire ? Alors, une analyse de 500 études consacrées à la pollution sonore sous-marine, parue en février 2021 dans la revue Science, montre à quel point le développement des activités humaines a plongé les océans dans un brouillard acoustique. Ces 50 dernières années, l'accroissement du fret maritime a multiplié par 32 les bruits de basse fréquence sur les grandes routes du commerce mondial. L'augmentation des émissions de CO2 provoque une acidification des océans qui, par ricochet, permet aux sons de voyager désormais sur de plus longues distances. Conséquence, une perturbation des écosystèmes marins et une augmentation du risque de mortalité, sachant que les sonars militaires et les détonations produites pour sonder les sols ont l'impact le plus grave. Ils provoquent surdité, échouage massif et mort en série de mammifères marins. Quand on lit ça, rien que ces 3 passages qui sont déjà au début du livre, je me disais qu'en fait c'est vraiment important d'avoir des données comme ça parce que renouer avec le vivant, en fait, ça passe aussi par du savoir. En fait, c'est toute l'ambition du livre et merci de le souligner parce que c'était ce que je voulais faire passer et j'étais pas sûre d'y être arrivée. Donc si tu l'as ressenti, c'est que ça marche quand même. Oui. C'est le sensible et le savant. C'est l'école journalistique qui est la mienne. Le sensible et le savant. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va allier la connaissance en effet scientifique, les données que l'on a avec une histoire du témoignage, une étoffe en fait de vécu et de récit. Et je crois que si l'on a l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Quand je dis voilà, on a les scientifiques qui nous alertent, le récit scientifique, il existe depuis une 50aine d'années. Oui. Il est de plus en plus alarmiste parce que le temps se réduit dans la fenêtre de tir qui est la nôtre. Mais juste mettre des chiffres comme ça ne suffit pas. Il nous faut de l'émotion. On est cette fameuse espèce fabulatrice qui a besoin de récits et d'histoires. Et donc de cette étoffe de vécu, cette étoffe narrative. Et c'est pour ça que c'était un mode d'écriture que j'avais jamais exploré et sur lequel j'ai travaillé pour cette enquête sauvage. C'était comment tisser ces liens entre ce que j'apprends en lisant ces articles scientifiques qui alertent sur en effet cette pollution sonore et les impacts des activités humaines sur l'érosion de la biodiversité et la manière dont on empêche le vivant de progresser par notre activité. Et ma compréhension de ces enjeux et ma propre façon d'écouter tout ça. Donc c'est pour ça que c'est que des petits liens qui sont faits comme ça au fil du récit et qui montrent qu'on doit avoir ces 2 forces-là, le sensible et le savant. Mais effectivement, je me disais en lisant le livre que ça avait dû être beaucoup de travail parce que tu crées les ponts et les liens en permanence entre tes propres questionnements et les choses aussi que tu peux acquérir tout au long de ces expériences. Et donc sur tes propres expériences, tu partages avec sincérité et humour tes propres limites. Il y en a beaucoup. Tes limites, on se reconnaît aussi. Enfin, moi, je me suis reconnue dans pas mal des limites que tu exprimes. Tu partages aussi tes doutes. Tu n'hésites pas à afficher une bonne dose d'autodérision et à te présenter comme une urbaine déconnectée, mais déterminée à se reconnecter à ce vivant. Et on sent que quelquefois, ça te demande de gros efforts pour poursuivre cette quête. Et lorsque tu dois te lever très tôt pour partir dans la nuit, le froid, le givre, dans un environnement qui semble assez hostile. On sent que ça relève du défi par moment. Oui. Mais finalement, il y a toujours un moment où tu cueilles les fruits de tes efforts et on a l'impression que quelque chose s'ouvre dans ton lien au vivant, que quelque chose s'ouvre et que tu apprécies. Et je peux citer par exemple ta rencontre avec le photographe nature Julien Arbet, avec lequel tu vas retrouver des adolescents et sillonner, raquettes aux pieds, la prairie enneigée et la forêt givrée aux alentours d'un petit village isolé dans la montagne. Et tu écris à la fin « Je suis avec un poète qui ne triche pas ». Avec ces photos, il offre une ode à toutes ces vies qui ne sont pas les nôtres et qui nous font être ce que nous sommes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce processus ? Parce qu'on sent que ça revient un peu dans toutes les expériences. Où au début, tu nous décris souvent avec humour le fait que
je dirais pas que tu es un petit peu fermé, mais on sent qu'il y a un peu de résistance. Et puis, comme visiblement, il y a aussi beaucoup de bonne volonté, on sent que quand même, quelquefois, tu dis, mais qu'est-ce que je fais là ? C'est très tôt le matin, il fait encore nuit, il fait froid, on sent et puis, rien ne se passe souvent de ce qui est attendu. Et là, on sent un certain dépit. Et puis, il y a un moment un peu magique où, effectivement, tu comprends le pourquoi de ces efforts et d'être là. Et effectivement, il se passe quelque chose. Ça se mérite un peu, en fait, ce rapport au vivant, et il faut donner de sa personne. C'est une foi modeste, c'est ce que dit aussi Tesson dans La Panthère des Neiges, quand il fait de l'affût, voilà, on est là, et puis on est là, on est juste là, et on attend, et peut-être qu'un animal va se présenter sauvage, ou peut-être ça ne dépend pas de nous. Et ça ne dépend pas de nous. Pour une fois, on n'a pas la maîtrise On n'est pas dans la maîtrise, on n'est pas dans le contrôle. Il faut s'ouvrir d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est un peu ça aussi le fruit de ma quête, c'était de me dire, mais pourquoi ai-je des peurs ? Pourquoi est-ce si compliqué ? Et finalement, j'ai appris tout ça, je me suis sentie riche. Et puis, il y a une part de poésie, en fait, dans toutes les rencontres que j'ai faites. Je crois que c'est juste la beauté qui fait que mes interlocuteurs sont portés par ça et qui sont subjugués par ce qu'ils regardent. Ils sont passionnés. C'est vrai que dans le Jura, chez Natacha, dont je parlais, avec ses amis qui sont ornithologues ou qui travaillent au parc ou qui ont tous des passions pour le lynx, pour le loup, voilà, on peut parler de ça des soirées entières et pour eux, c'est la meilleure des séries Netflix que de comparer leurs photos ou autres. Et je voulais raconter ça aussi. Oui. Parce que cette passion-là, elle est profondément ancrée en eux. Et que partout sur le territoire, en France comme ailleurs, il y a des gens qui restent dans cette observation du vivant, et ils savent à quel point, si on continue ainsi, on va juste se sacrifier nous-mêmes, en fait, parce qu'à force de ne plus respecter ce qui vit autour de nous, c'est ce qui vit en nous qui ne sera plus là. Et du coup, voilà, et c'est vrai que petit à petit, alors j'ai fait des expériences, on n'est pas obligé de faire tout ça non plus, je veux dire, mais c'est une forme de quête aussi dans une forme d'humilité. Je veux dire, j'avais besoin de me confronter à ça. Alors, je ne pouvais pas aller, faire l'aventurière. On a beaucoup de récits comme ça, du rapport à la nature, et j'en parle un peu parce que c'est souvent très masculin, et c'est la wilderness, le monde sauvage, où on prend des risques et on se retrouve face à un ours. Et voilà, on peut avoir ce type de récit. Ce que j'ai aimé, et c'est Estelle Zong-Mingal, qui est donc historienne de l'art, qui a fait un très beau livre sur le sujet d'apprendre à voir, qui explique qu'il y a eu aussi toute une littérature produite par des femmes, essentiellement au XIXe siècle, qui ont observé la nature et la biodiversité depuis chez elles, depuis leur jardin, depuis la forêt alentour, et qui ont produit un savoir aussi très riche sur c'est quoi ce lien au vivant, et c'est quoi apprendre à voir, mais au-delà de nous-mêmes, en fait, et c'est quoi faire connaissance, c'est quoi être dans l'altérité, doit-on connaître absolument les qualificatifs scientifiques de ce qu'on est en train d'observer, ou doit-on être aussi dans la compréhension intime du fonctionnement de ce corps autre que le mien ? Enfin bref, on peut aller très loin là-dedans, mais c'était aussi, j'ai aimé dans cette enquête être à la lisière, c'est-à-dire dans cet espace du connu, de l'inconnu, dans ce qui peut nous faire peur mais qui nous intrigue à la fois, et cette notion de sauvage, en fait, finalement, dans laquelle j'ai terminé avec ce titre, l'enquête sauvage, était de dire, en fait, c'est cette part d'inconnu-là avec laquelle on doit renouer, surtout qu'on était en pleine pandémie, avec une maladie, la zoonose, qui est quand même née parce qu'on ne laisse plus d'habitat à ce vivant, qu'il est important d'y être plus attentif. Voilà, je ne sais plus quelle était ta question de départ, mais... de nous parler de ce processus, en fait, que l'on retrouve dans les expériences. Mais clairement, en moi, quelque chose s'est semé. Alors, à un moment, je le dis dans le livre, je dis, c'est marrant, une nuit, je me suis réveillée, j'avais l'impression qu'un arbre avait poussé dans mes poumons. Enfin, je trouvais que l'image était très simple. Mais en même temps, il y a eu... mon mari pourrait en témoigner. Il ne pensait pas du tout que j'allais switcher de cette manière-là. Ah oui. Non, vraiment, il savait que moi, beaucoup de déplacements, le boulot, l'urbaine qui était contente d'être au cœur de ville, vraiment la cliché bobo, quoi. Et il s'est rendu compte à quel point j'ai complètement changé mon rapport à ça, au point que je ne supporte plus trop le béton, en fait. Vraiment, c'est quelque chose qui m'horripile maintenant. J'ai l'impression qu'on étouffe. En fait, du coup, j'ai une appréhension même physique des choses
très différentes. Donc il y a quelque chose qui s'est semé en moi à travers cette enquête qui m'a, quand je disais tout à l'heure transformée, c'est pas du pipeau, je joue pas ce jeu-là juste pour vendre un livre ou une enquête, c'est vraiment que je crois que j'ai gagné en... j'étais déjà consciente de tout ça, mais ça a rajouté une dimension dans mes convictions et dans peut-être ma forme d'engagement, avec en effet aussi un mode d'attention très différent et une envie de défendre ça, encore plus affirmée qu'avant. Oui, parce que là, il y a la dimension du vécu, vraiment, de l'expérimentation. C'est-à-dire que j'ai été obligée de réveiller aussi des choses. C'est-à-dire que je parle de mon enfance. J'ai vu, mais comme d'autres, des champs se faire transformer en lotissement. On a tous un vécu, en fait, qu'on a enfoui en fait en nous. C'est pour ça que quand je parle d'éco-biographie, cet exercice que j'ai trouvé très intéressant, là, proposé par Jean-Philippe Pierron, qui est donc philosophe à l'université de Dijon, en Bourgogne, qui invite ses étudiants à travailler sur leur vécu de nature dans leur enfance. Est-ce qu'il y a eu des moments un peu particuliers voilà. On n'est jamais habitué à parler de ça, mais quand on renoue avec ça, qu'on s'interroge, on se rend compte que c'était des moments de joie, de bonheur souvent, ou même, il y a peut-être eu des frayeurs, mais voilà, il faut travailler là-dessus. Il faut travailler aussi sur nos représentations. On parle beaucoup de changer les récits, mais c'est quoi ces représentations? C'est quoi les peurs qui nous animent? C'est quoi qui fait qu'on a l'impression qu'il y a des animaux qu'il ne faudrait pas aimer et d'autres qui sont juste super kawaii et c'est top. Mais voilà, je caricature un peu le propos, mais le fait d'aller puiser en tout ça, moi, m'a fait réfléchir sur, à l'échelle de ma petite vie, les choses ont tellement changé, mais c'était comment à l'époque de mes parents, c'était comment à l'époque de mes grands-parents. Puis en fait, quand on regarde les arbres phylogénétiques, on réalise comment l'humain s'inscrit dans l'arbre du vivant, voilà, qui a 4 milliards d'années d'évolution. Enfin, et ce logiciel-là qu'on est en train de détruire en aussi peu de temps, c'est juste plus possible de tolérer ça. Et c'est pour ça que j'avais aussi ce chapitre sur la lutte, en fait. Comment est-ce qu'on lutte aujourd'hui contre ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? C'était très important de politiquement s'emparer de ça. Et c'est très compliqué parce que nous sommes tellement déconnectés que ça n'apparaît plus comme une priorité. Alors ce sujet de renouer avec le vivant, il est devenu très tendance, tu le dis toi-même au début du livre, par la force des choses aussi, parce que réchauffement climatique et perte de biodiversité oblige. Il nous faut reprendre conscience de ce vivant dans tout notre environnement pour mieux le protéger, puisque l'on commence à comprendre que sans le protéger, l'humanité ne survivra pas. Donc cette prise de conscience est une bonne chose. Et par contre, on voit aussi fleurir un peu tout et n'importe quoi dans ce qui est devenu un phénomène de mode. Et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et je me demandais, est-ce que tu as retranscrit toutes tes expériences ou est-ce que certaines n'étaient pas assez concluantes ou est-ce qu'il y a eu des expériences, je ne te demanderai pas de les nommer, mais qui étaient... Je n'ai pas pu tout mettre, mais c'est pas parce qu'elles ne me paraissaient pas intéressantes, c'est qu'à un moment j'en avais tellement qu'il a fallu faire un choix et que j'ai été accompagnée aussi par mes deux éditeurs qui m'ont aidée à prendre du recul quand on a trop le nez dans l'écriture et dans ce qu'on a pu effectuer. Donc j'ai dû avoir des petits renoncements, des rencontres que j'avais faites qui me plaisaient beaucoup, mais pour eux, ils trouvaient qu'il n'y avait pas forcément une valeur ajoutée et qu'il fallait plutôt laisser de la force au récit principal. Donc il y a un écueil que j'ai voulu éviter, c'était celui de tomber dans des approches qui relèvent trop pour moi du développement personnel. Ça clairement j'ai pas voulu aller là-dedans. Il y en a qui le font très bien et je conçois qu'on puisse avoir besoin de ça et c'est une approche, mais c'était pas ce vers quoi je voulais aller, mais ça existe, il faut le savoir. C'est pas ma cam entre guillemets, peut-être que j'y viendrai. La vie fait que parfois on a besoin de passer par là aussi, chacun a sa sensibilité, donc c'est pas du tout un jugement quand je dis ça. Mais c'était pas mon propos, parce que si on dit vivant en nature égale développement perso, c'est pas pour moi la justesse de la manière dont je souhaitais l'approcher. C'était plutôt, qu'est-ce que c'est que parler du sensible aujourd'hui? Il y a beaucoup de scientifiques qui disent qu'on manque de cette approche sensible. Et l'approche sensible, ce n'est pas du développement personnel. C'est très différent. C'est être en éveil, c'est être dans l'attention, c'est être dans la présence, dans la conscience aussi, du coup. Mais c'est pas nourrir ça pour se sentir bien. Et du coup, cet anthropocentrisme, d'une certaine manière, moi, me gêne beaucoup. Si je vais
dans la nature juste pour me faire du bien. Voilà, moi, c'était pas ça. C'était pourquoi expliquer que cette nature qui est là, dont je fais partie, d'où ma façon maintenant de toujours mettre nature entre guillemets, parce que j'arrive pas à l'extérioriser. C'est vrai que là, moi, j'ose même plus employer le mot, parce qu'à chaque fois, je me dis, oui, alors dès qu'on dit le mot nature, ça veut dire qu'on considère qu'on est extérieur à la nature, qu'on n'en fait pas partie. Les travaux de Descola l'expliquent très bien, etc. Mais du coup, c'était aussi dire, je ne veux pas juste consommer cette nature. C'est comme... je sais pas, aller faire une photo dans un endroit magique pour nourrir son compte Instagram. Si on ne considère cette nature, entre guillemets, que comme un décor, on ne va pas voir ce qu'il y a derrière. Avec l'approche utilitariste et d'exploitation, en fait. Voilà. Et on reste dans cette même conception des choses qui, pour moi, est problématique. Donc, c'était cet écueil-là que je voulais éviter. Après, pour le reste, vraiment, quand je suis en mode enquête, je suis ouverte à tout parce que je ne veux surtout pas que mon prisme d'analyse initiale puisse m'empêcher d'aller voir quelque chose. Donc, je me suis un peu laissée porter. Après, je suis frustrée dans le sens où je ne pouvais pas tout raconter, et que la perfectionniste en moi se dit qu'il y a plein de choses dont j'aurais pu parler. Mais un livre est un livre et des fois, il faut juste dire stop. Oui. Voilà. Alors, tu racontes aussi que tu te mets à faire des choses que tu n'envisageais jamais auparavant, comme, je te cite page 68, ressentir de la gratitude et dire merci aux chênes qui nous font de l'ombre, aux oiseaux qui nous honorent de leur chant le matin, sauter de joie également à l'arrivée de nos premières tomates. Et tu prends soin de préciser, cela me rassure donc de découvrir que je ne suis pas en train de devenir neuneu à mon tour quand j'apprends, grâce à l'écologue et la naturaliste Lisa Garnier, que certains travaux de recherche analysent les ressorts de ces ressentis. Et là, on voit que ce qui, pour certains peuples, est juste normal, ressentir de la gratitude et dire merci aux vivants non humains, chez nous, ça pose problème. On a presque honte de ressentir ça. Et pas que toi, je pense qu'on connaît tous ça. Et en fait, je me disais, c'est quand même assez dingue de penser que ça n'est pas normal. Ou comme tu dis, c'est neuneux. Et je trouve que ça en dit long sur où on en est, en fait. C'est-à-dire que si on sort de cette conception des animaux, des végétaux, qu'on ne voit plus comme des objets, si on ressent de la reconnaissance ou de la gratitude, on a l'air un peu barré, quoi. Ah oui, mais c'est parce qu'on est déconnecté, parce qu'on n'a plus cette attention-là. Mais je veux dire, moi, je jette la pierre à personne. Quand on grandit au milieu du béton ou des tours et qu'on a d'autres préoccupations, parce qu'il faut vivre et manger et travailler pour gagner sa vie, on n'a pas le temps d'être attentif à ça. Et c'est parce qu'on est coupé de ces dimensions-là qu'on ne peut plus y prêter attention. Et puis les écrans occupent maintenant une place majeure dans nos vies. Mes étudiants en école de journalisme, je leur fais toujours un cours sur l'histoire de l'écologie politique et je leur dis, mais dans les années 40, 50, au début du XXe siècle, il n'y avait pas l'électricité comme on peut avoir, il n'y avait pas ces occupations divertissantes que l'on a maintenant. On était plus en lien parce que quand il faisait nuit, il faisait nuit. Voilà. Mais comme dans encore pas mal de pays dans le monde d'ailleurs. Exactement, bien sûr. Donc, et du coup, on était plus attentif aussi au rythme des saisons. On était la population restait quand même grandement agricole, au champ. Et donc, progressivement, la modernité a voulu que les métropoles prennent de plus en plus de place, que le secteur tertiaire se développe, et qu'en plus, les ressources vivrières soient plus produites ailleurs dans un système mondialisé. C'est pour ça que c'est très politiquement important d'avoir en tête cette déconnexion, a aussi cette dimension-là. Et poussé à l'extrême, quand on voit la façon dont sont traités les animaux aujourd'hui dans les abattoirs et l'élevage intensif et tout ça, on se dit, faut-il quand même être déconnecté pour ne ressentir aucune empathie, pour ne pas considérer cette souffrance. Mais je voyais là encore des vidéos de L214 de violences faites dans les abattoirs. C'est consternant de voir ça. Et que ça continue depuis le temps qu'ils sortent des vidéos. Oui, ça continue, mais ça qui est terrible. Les ouvriers qui travaillent dans ces abattoirs sont confrontés au système là aussi. C'est-à-dire qu'on emprisonne un être vivant que l'on veut faire rentrer dans une case en ne lui permettant pas de voir la lumière du jour, en allant en plus le mutiler. Même si ces pratiques sont maintenant désormais interdites
interdites, certaines perdurent encore. Mais j'ai envie de dire, ce rapport au vivant, je vais faire un parallèle qui va peut-être heurter des consciences, mais dans les fossoyeurs, nos vieux, nous les avons aussi mis dans des structures qui nous déconnectent de la réalité de la mort, de la vieillesse et de la vie. Exactement. Et donc, des objets. On peut tirer ce fil en fait très loin. Oui. Et du coup, comme on nous cache ça, on se rend pas compte que... C'est pour ça que dans le livre, il y a ce passage où je vais rencontrer un chasseur, parce que voilà, j'ai été étonnée de rencontrer quelqu'un qui me disait « je suis un amoureux vivant, mais j'ai quand même un fusil ». Donc j'ai passé une journée avec lui, et donc il m'explique son rapport à la chasse. C'est un peu la séquence Marcel Pagnol, que en plus j'avais relu un peu avant. Je cautionne toujours pas son approche, mais c'était très fertile comme échange. Mais il me disait « mais moi je fais ça, je consomme pour moi, mes amis, je n'achète jamais de viande comme ça, issue de ce système en fait agro-industriel. » Et je me disais, finalement, il est en prise. Si on devait arriver à s'entendre un jour sur ce fameux débat de la chasse, et il y a de nombreuses pratiques qu'il faut abolir, ça c'est certain. Oui. On ne va pas résoudre ce débat du jour au lendemain, et je ne veux pas rentrer, c'est pas ici le propos, mais c'était pour expliquer qu'il faut être dans la nuance aussi, dans la complexité de ce que ça signifie. Et en effet, quand on recommence à être plus attentif, on peut être surpris des réactions qu'on peut avoir. Et donc, quand je dis je suis neuneu à mon tour, c'est aussi parce que je parle un peu avant de cette séquence de personnes qui font de l'observation participative pour le Spipol, qui donc peuvent passer 20 minutes devant un petit buisson pour photographier les insectes pollinisateurs. Et ces gens-là ont été transformés vraiment dans leur vie. L'attention qu'ils ont portée à ce travail participatif fait pour Véginature, on dit que ça avait chamboulé leur vie, parce que cet exercice qui est presque qu'on pourrait assimiler à de la méditation, en fait, leur a beaucoup appris sur c'est quoi être attentif. Et c'est cet effet waouh dont parle Lisa Garnier divinement bien, mais comme d'autres, en fait, comme Anne-Lise. On va revenir sur elle aussi. Il y a plein de travaux qui sont faits où, et là aussi, l'éco-psychologie, c'est quelque chose qui est un domaine de recherche très récent, qui pourrait être sur une lisière. Là aussi, il ne faudrait pas trop tomber dans le développement personnel, mais qui apprend beaucoup sur, sur cette connexion, sur ce lien en fait qui nous unit et qu'on a oublié, qu'on a enfoui ou qu'on n'a pas du tout cultivé. Oui. Et dans la lignée de réfléchir justement à comment et où on se positionne par rapport à tout ça, j'ai bien aimé, tu l'as évoqué déjà un petit peu, que tu nous fasses part de tes interrogations tout en adoptant une approche ouverte sur certaines expériences vécues par d'autres. Je pense à L'homme au chevreuil, Geoffroy Delorme, qui a développé ou réveillé des capacités qui nous échappent complètement et que lui maintenant il est capable d'utiliser. En quoi son expérience t'intéressait ? J'ai beaucoup aimé son livre. Je sais qu'il y a eu des polémiques de certains qui ont dit c'est pas possible, il n'a pas vécu comme ça 7 ans dans la forêt, il a trop romancé son propos, et c'est vrai. Je sais que les Arènes ont fait un travail avec un journaliste pour romancer le propos de Geoffroy Delorme. Donc j'avais aussi besoin d'aller voir derrière le récit quel était ce personnage, comment il vivait aujourd'hui, et le voir in situ dans sa forêt du bois de Bord. Et donc c'est quelqu'un d'assez jovial, qui parle volontiers de son expérience et qui en effet a été transformé par l'essence dans sa façon de devenir chevreuil lui-même. Il s'est ensauvagé de cette manière-là. Et pour moi, c'était essayer de comprendre, parce que c'était dans ce chapitre justement sur les ressentis. Il a appris à voir différemment dans la nuit, à sentir différemment, à manger autrement, en ne se servant pas que, mais essentiellement de ce qu'il trouvait à portée de main à travers la cueillette sauvage. Il a dû aussi résister aux intempéries, vivre et se débrouiller. Alors, et interagir aussi avec ces chevreuils. Oui. C'est-à-dire qu'il a fallu que... moi maintenant, c'est vrai que quand je vais me balader, je ne mets plus de parfum. Je me dis, j'ai de toute façon une odeur qui va être repérée, mais n'en rajoutons pas. Oui. Mais lui, il explique à quel point il a fait très attention à ses vêtements, comment il a fait pour son hygiène. Il y a un degré de détail dans ce récit qui est juste fascinant et qui apprend beaucoup aussi. Alors c'est marrant parce que il doit y avoir une partie aussi de cette expérience un peu survivaliste qui est intrigante, mais aussi de comment est-ce qu'on se débrouille quand on revient
à notre corps, à notre seul et unique corps. Le petit animal humain que nous sommes, en fait, est très très mal équipé. On n'a pas de bonnes griffes, on n'a pas de bonnes dents, on n'a rien pour se tenir chaud si on n'a pas de vêtements. Enfin, vraiment. Et là aussi, c'est se mettre dans une posture expérientielle qui permet de relativiser beaucoup de choses. Donc nous, on est doté d'un bon cerveau qui nous a permis de développer des outils et du coup après de développer ce que Jean Covici appelle des esclaves énergétiques qu'on met à notre service et qui font qu'on est en train de tout bousiller. Oui. Mais remis comme ça dans notre corps en pleine nature, la posture n'est plus du tout la même. Donc voilà, c'est un peu tout ça que je voulais aller voir avec Geoffroy Delorme. Oui. Et tu cites une phrase qui est tellement pleine de bon sens, une phrase de Geoffroy Delorme: quand on vit dans la nature, il devient impossible de scier l'arbre qui nous nourrit. Oui. Ça semble tellement simple, dit comme ça, et évident. Oui. Il est parti parce que à Bort-Louviers, là où il est, la gestion forestière est telle que la forêt où il habitait il y a eu des coupes rases. La forêt a changé, il s'est confronté aussi aux problématiques de la chasse, il ne pouvait plus non plus continuer à vivre comme ça, isolé du monde, mais ça pose tout un tas de questions. Et donc son récit, son expérience me paraissait intéressant, c'était un récit parmi d'autres. Et alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ces travaux de l'écologue et naturaliste Lisa Garnier, qui analyse les fameux ressorts de ces ressentis de gratitude, de reconnaissance ? Lisa, on s'était rencontrés il y a quelques années déjà, à l'époque où elle travaillait pour Viginature, et puis elle a fait cet ouvrage en effet où elle analyse en fait ce lien au vivant. Donc ça t'est fait waouh, pourquoi face à une situation en forêt ou face à une plante ou face à un animal, je peux ressentir peut-être un mélange de gratitude et d'émerveillement ou de se dire il y a une magie qui opère. Voilà, moi j'utilise le mot magie parfois, mais il n'est pas du tout adapté. Donc les Anglais disent waouh, et elle détaille ça en allant, pareil, partager des études qui ont été faites sur nos représentations de la nature, sur ce lien qui est cassé aujourd'hui, et surtout sur ce que ça signifie d'un point de vue psychologique. Donc elle va explorer ces études-là, qui, comme je le disais, restent un champ de recherche encore un peu éloigné aujourd'hui, enfin en tout cas peu connu ou peu exploré en France. Et c'est assez intéressant aussi les analyses sur les films Disney. Oui, exactement. Elle va regarder l'évolution de la représentation de la faune et de la flore dans les Walt Disney, dans les dessins animés, mais aussi dans la musique. Et montre à quel point ça s'est appauvri. Greenpeace avait fait d'ailleurs une campagne de communication que j'avais trouvée très chouette il y a quelques années, où ils reprenaient la bande, le teaser du Roi Lion en enlevant tous les animaux, pour justement essayer d'interpeller le téléspectateur sur oui, en fait on est en train il y a tellement d'extinction d'espèces aujourd'hui que si on devait rejouer le Roi Lion, ça serait plus pareil. Alors c'était Walt Disney, je trouve, pour avoir mes petits loups aujourd'hui, qu'il y a aussi des efforts qui sont faits par d'autres types de dessins animés, et que voilà, je voulais pas à travers ça jeter la pierre, mais scientifiquement parlant, quand les travaux ont été faits, je crois que c'était au Muséum national d'histoire naturelle que cette étude a été faite, et bien ça veut dire beaucoup, parce que culturellement, ça veut dire qu'on fait grandir nos enfants dans un univers où ils n'ont plus cette représentation-là. Donc, ça ne leur paraît plus naturel. C'est ces petites musiques qui disparaissent au fil du temps. Donc, on ne les entend plus, donc on ne les voit plus, donc on n'est plus attentif. Et donc, si on ne connaît pas, on ne défend pas. Et voilà. Et on ne peut pas s'emparer de quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas appris à aimer. Voilà. Par rapport à la façon dont on considère le vivant, donc humain et non humain, pour reprendre la façon dont on formule ça aujourd'hui, autour de nous, cette façon dont on considère le vivant et à ressentir de la gratitude, à reconnaître leur rôle, leur importance pour notre propre survie. Il y a eu beaucoup de réflexions sur le sujet ces dernières années, et on a vu se former toute une ébullition intellectuelle dans la lignée des travaux de Philippe Descola et de quelques autres, on en a parlé, comme tu le résumes d'ailleurs très bien, page 82-83. Et là, il est question des mots et du langage, et tu dis que devant toute cette palette de nouvelles sensations, tu t'es sentie orpheline des mots. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? En tant qu'autrice, journaliste, il y avait justement dans les parties du livre qui ont été supprimées, il y en avait une très longue où je parlais même de Proust, parce qu'il y avait Anne Simon qui a beaucoup travaillé sur
les récits de Proust et la représentation en fait justement du vivant non humain dans les récits, les écrits de Proust, entre autres. Et en effet, notre langue s'appauvrit parce qu'on regardez, ce joli arbre qui est là. Oui, mais c'est quoi cet arbre? C'est un, c'est un platane, c'est un châtaignier, c'est un merisier, c'est un frêne. Voilà, on n'a plus ce degré de détail alors qu'on connaît toutes les marques de fringues possibles et inimaginables. Voilà, pareil pour les oiseaux, pareil pour on n'a plus cette connaissance sensible, physique de ce qui nous entoure. Et en relisant Pagnol, donc que j'avais lu très petite, et donc cette fois-ci avec ma fille, je me suis rendu compte qu'il avait un vocabulaire là aussi très riche. Et il fallait que je retourne voir dans le dico certains termes utilisés et voilà, donc cette façon de réfléchir à l'appauvrissement de notre langage par rapport à ce qualificatif qu'est la nature et le vivant m'a bien fait gamberger. Et des sensations, et ta palette de nouvelles sensations. Et ma palette de nouvelles sensations. Alors c'est vrai que maintenant on a des auteurs comme Gann Albrecht qui sur les émotions de la Terre inventent des nouveaux mots pour qualifier les nouveaux ressentis qu'on peut avoir vis-à-vis du changement climatique ou autre. Mais là c'était surtout se dire que je n'avais plus les mots parfois pour qualifier, à part dire c'est magique ou c'est un effet waouh. Ok, super, mais va plus loin en fait, dans la finesse de ton attention. Comment voilà, et comme c'est important de savoir dire et nommer les choses, je me suis rendu compte que notre lien à la nature ne pouvait plus non plus bien on ne le cultive plus, donc on ne le connaît plus, mais du coup on n'a même plus les qualificatifs pour en parler, et donc ça c'est une pauvreté du coup presque intellectuelle qui fait peur, et qui explique après pourquoi il y a des conséquences comme ça de décisions politiques qui sont prises alors qu'en fait les gens ont juste une méconnaissance crasse de la question, et je m'inclus dedans. C'est que ça se travaille, ça se cultive, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, bien sûr. Et donc tu parles des peurs aussi, tu l'as évoqué aussi tout à l'heure, car tu as dû en surmonter quelques-unes pour avancer sur ce chemin. Les peurs, elles font obstacle à notre lien au reste du vivant, à notre interaction avec le vivant? Elles nous ferment des portes? Alors, est-ce qu'elle ferme des portes? En tout cas, elle ne nous incite pas peut-être à en ouvrir certaines. Oui. Et du coup, je suis partie de ce que j'ai lu de François Terrasson, qui est décédé depuis, mais qui a été directeur du Muséum national d'histoire naturelle et qui a passé tous ses travaux au muséum à travailler sur cette question de notre rapport à la nature. Et donc, il a des écrits fantastiques, justement, où il analyse ces ressorts. Mais je me suis rendu compte que moi-même, j'avais des peurs. Donc, avant de le lire, moi-même, je me suis dit, en fait, j'ai juste peur d'aller toute seule marcher en forêt. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais je suis terrifiée à cette idée-là. Et je n'ai pas peur de la forêt en tant que telle. Je crois que j'ai peur de faire une mauvaise rencontre. J'ai pas peur de l'animal sauvage. J'ai peur de tomber sur un barjot. Mais parce que c'est pas qu'une fabulation. Il y a quand même des cas aussi. En plus, forcément notre cerveau fonctionne comme ça, ce qui fait qu'on va retenir l'alerte et la peur plus qu'autre chose. Et même si ce sont des choses qui arrivent de temps en temps, on va croire que ça peut arriver tout le temps. Donc on a aussi des biais d'analyse dans tout ça. Mais il a fallu que je travaille là-dessus. À me dire maintenant tu vas pas non plus rester bloqué, et donc ça m'a donné le loisir d'explorer cette notion de peur et de comprendre que d'autres vont avoir des frayeurs vis-à-vis des petites bêtes. Il y a des gens qui sont véritablement arachnophobes, d'où cette rencontre avec Christine Rollard. Oui, il y a un passage assez savoureux sur la phobie des araignées. Donc pourquoi être allé rencontrer une spécialiste des araignées? Bon, c'est vrai que je dis pourquoi, on s'en doute un peu, mais il y a plein de gens qui ont peur des araignées. Nous, dans la famille, ma belle-mère a très peur des araignées. Mon mari est arachnophobe. C'est pas un gros arachnophobe, mais et puis Christine, on m'en avait parlé en me disant que c'était quelqu'un de formidable, qui, au-delà de son travail de chercheuse scientifique, passe beaucoup de temps à aider les gens à ne plus pouvoir avoir des araignées. Donc elle se met aussi comme devoir de donner, de transmettre en fait sa fibre et sa passion pour cette petite bestiole. Oui. Et je me suis rendu compte que moi, l'araignée ne me dérange pas plus que ça, mais que je ne connaissais rien non plus au monde des araignées.
araignées et il existe plus de 50 000 espèces d'araignées. Et oui, j'en revenais pas de tes découvertes. Ah, puis les bases de données changent chaque jour. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a actualisé le livre, il a fallu que j'aille vérifier le chiffre à chaque fois parce qu'on fait des découvertes tous les jours et puis qu'elles nous entourent. Elles sont partout, les araignées. Elles sont toutes petites, on les voit pas forcément et que on se fait tout un monde de l'araignée alors qu'en fait, voilà, Christine m'a juste mis les pieds dans la soie, dans le soyeux du monde de l'araignée. Et pour moi, derrière, là encore, il y a un message. C'est-à-dire qu'au-delà de cette rencontre, au-delà de ce que je traite en tant que tel, le deuxième message derrière, c'était... là aussi, on est dans l'altérité. Ce que l'on ne connaît pas, on va tout de suite considérer que c'est du sauvage et que ça doit nous faire peur, mais finalement, non. Quand on connaît, on apprend à comprendre l'autre, à se mettre à sa place et se rendre compte que pour une araignée, en fait, on ne représente rien du tout. On n'intéresse, mais vraiment pas. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir. Alors après, il y aura toujours les cas des grosses mygales, etc. On pourra en parler, mais voilà, la majorité du temps, ce n'est pas du tout ça. Oui. Alors, il y a les peurs irrationnelles, mais il y a aussi des peurs utiles pour notre survie. Lorsqu'on se retrouve seul dans un environnement naturel, il peut y avoir de vrais dangers aussi. Comme tu l'écris, page 112, tu dis « Lâchez-moi en pleine nature et je suis une proie facile face aux éléments qui vont m'assaillir de toutes parts. Je suis incapable de me débrouiller. » Le problème, c'est qu'on a donc, si je comprends bien, d'un côté des peurs non légitimes, comme pour les araignées, tout ça, qui prennent des proportions et qui ne sont pas légitimes, et les vraies menaces, par contre, visiblement, on ne sait plus trop les identifier. Non. On ne les voit plus. Donc, on a l'impression que notre boussole est un peu perturbée, quoi. Bah oui, parce qu'on ne sait plus vivre au contact des éléments, tout simplement. Et donc, on va avoir des miroirs grossissants sur certaines choses qui ne vont pas être sur d'autres. Et c'est pour ça que j'ai aussi été faire ces stages dans la Drôme, là, à l'école de la nature et des savoirs pratiques. Je ne le dis pas dans l'ordre, mais oui. C'est ça l'idée. À me dire... comment ça se passe si je pars de rien? Est-ce que je vais arriver à faire du feu dans la journée? Oui, fameuse expérience. C'est ce qu'on appelle le bushcraft, mais voilà, comment est-ce qu'on s'outille? Notre intelligence est telle que on sait utiliser des outils, mais voilà. Et quelle forme de respect doit-on avoir? C'est-à-dire que sans ce vivant qui nous entoure, les outils n'existeraient pas. En fait, le lien, là, il faut le faire, en fait. Oui. Notre voiture n'avancerait pas sans les ressources fossiles qui sont des anciens animaux morts depuis des milliards d'années. L'alimentation quotidienne est aussi rendue possible parce que on a ce logiciel qui était là avant et on a su l'exploiter, on a su le maîtriser. Mais à force de trop l'exploiter ou le maîtriser, on va aussi le détruire. Et donc, il faut toujours reboucler, passer ce message-là. C'est le plus important pour moi aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui, et sortir de cette consommation à outrance qui ne respecte ni les limites de la planète, actuellement, il y a aussi toute une mode de remise en avant des peuples autochtones dans la lignée des personnes qu'on a déjà citées. Pour leur façon de considérer justement le vivant assez différente de la nôtre. Alors, les peuples autochtones reviennent dans de nombreux écrits que j'ai pu avoir. Alors, j'avais pas envie d'aller... Il y a une nouvelle série chez Actes Sud, là. Oui, j'ai vu la nouvelle série. Il y a Momami et Éric Julien. J'ai été le rencontrer, du coup, dans la Drôme. J'ai vu ça, oui. Et je savais qu'il avait ce livre en cours. Mais en fait, je ne voulais pas... je ne pouvais pas et je ne voulais pas aller à l'autre bout du monde, passer... du temps dans une... Enfin, voilà, c'est encore autre chose. Puis ça a été beaucoup fait, là. Oui, et puis comment dire, c'est intéressant d'aller comprendre comment eux fonctionnent, quand bien même je pense qu'il y a une telle variété d'approches chez ces peuples que voilà, ça a été exploré par d'autres et je ne voulais pas. Des scolaires en parlent beaucoup aussi. La question, c'est comment nous, occidentaux, dans la vie qu'on a aujourd'hui, on peut s'inspirer de ça. C'est-à-dire, on va pas... et c'est trop facile de stigmatiser l'écologie aujourd'hui comme un retour en arrière. Donc si on dit, on va vous remettre... Non, c'est pas possible. Je voulais pas non plus ouvrir cette porte-là. En revanche, dans la Drôme, donc à la Comtesse, avec Éric Julien, Frédérica Bonningen, qui, eux, ont beaucoup travaillé au contact de ces peuples. Et Frédérica, elle, a carrément regardé toutes les techniques, entre guillemets, toute leur façon de cultiver ce lien au vivant. Il y a des choses qu'on peut expérimenter riches de ça.
et peut-être les introduire dans notre quotidien et pour porter une attention différente. Mais on ne pourra pas vivre comme le font. Donc, en revanche, préserver leur savoir et être conscient que quand on déforeste l'Amazonie, on détruit aussi leurs habitats à eux, comme on détruit l'habitat du reste du sauvage d'ailleurs, ça pose question. Donc, on peut aussi éviter de participer à ces crimes. Et remettre en question notre obsession de domination de tout ce qui n'est pas humain, y compris humain en fait. Oui, mais en tant que le système, en tout cas, le défend comme ça. Voilà. Alors, dans ta quête de remettre les mains dans la terre, tu écris avec humour que du haut de nos professions dites intellectuelles, nous sommes encore empotés du potager par rapport à nos aînés. Donc là aussi, nous sommes nombreux à n'être plus capables de nous débrouiller, juste pour la subsistance en fait, de cultiver ce dont nous avons besoin pour nous nourrir, puisqu'en fait aujourd'hui on est beaucoup assistés. Donc tu en es où de cet apprentissage ? Mon potager, c'est une longue histoire. Oui. Je n'ai pas beaucoup progressé, oui. Je ne veux pas le cacher. Je le fais avec mon petit loulou qui a 5 ans et demi. Ça nous amuse beaucoup, mais j'ai une frustration énorme, c'est que généralement, on n'est pas là au mois d'août quand viennent tous les... Cette année, je me suis dit, j'ai peut-être changé, on va peut-être partir plutôt en juillet, on sera là en août. Mais au-delà de ça... non, il faut qu'on progresse encore. Dans mon rythme quotidien, j'ai pas réussi encore à le cultiver suffisamment, mais j'ai surtout mesuré à quel point ça fait du bien, mais à quel point aussi j'étais complètement passée à côté. Enfin, voilà, mon papa cultive très bien, et c'est un très bon jardinier. Alors, il n'y a pas de bon et de mauvais finalement, ai-je pu apprendre, mais... enfin, il y en a quand même qui réussissent à très bien. Et c'est pour ça que Caroline, qui habite à 15 km de chez moi, donc dans les personnages que j'ai rencontrés à côté de chez moi, est une prof au collège de SVT et elle a commencé un potager à 4-5 ans en permaculture. Elle a 150 mètres carrés divins. J'étais tellement jalouse, et en même temps, elle, c'est devenu son jardin secret aussi. C'est-à-dire que c'est l'espace de ressources et sa passion. C'est-à-dire qu'elle y passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Moi, je n'ai pas réussi à trouver ce temps-là. Je ne le prends pas assez, sans doute. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Les tentatives, en tout cas, les quelques tentatives que j'ai eues, en mettant une serre, en plantant quand même quelques petites choses. On a eu des réussites, on a eu une automate, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Je n'ai pas encore assez travaillé ça dans mon quotidien. On va dire. Bon, alors le chapitre cohabiter, tu l'as abordé comment, en souhaitant tirer sur quelle ficelle, avec quelles rencontres, quelles expériences? Cohabiter, c'était les conflits d'usage, en fait, qui m'ont frappée quand j'étais avec le chasseur, notamment, qui râlait contre les vététistes, les promeneurs qui râlent contre les chasseurs. Enfin, on a tous notre rapport au vivant et à la nature. Et on n'arrive pas trop à s'entendre déjà entre nous. Donc c'était aussi, ça veut dire quoi, cohabiter? Est-ce que demain, parce que j'ai compris que ça n'allait pas, il faut que je quitte la ville et que j'aille m'installer à la campagne? Mais si tout le monde fait ça, en fait, c'est pas forcément la solution non plus. C'était aussi rentrer dans cette dimension de choix collectif pour dire, on a tous nos rêves de maison, avec de l'espace. Mais est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est désirable? Est-ce qu'on ne peut pas aussi cultiver dans les villes un autre rapport au vivant? C'était poser ces questions-là d'un point de vue très, là encore, politique, je pense, mais ouvrir ces portes-là de réflexion sur... Et en fait, bizarrement, je trouve qu'il n'y a rien de pensé aujourd'hui. Et dans ma commune, j'étais encore avec mon maire hier que j'ai été voir pour l'interpeller sur 50 arbres que ma voisine veut couper. Ah oui, dont tu parles à plusieurs et donc il me dit, reprises. mais ces arbres n'ont qu'une valeur. Alors, je dis, attendez, donc j'ai eu ce type de réflexion. Après, c'était, je lui dis, mais vous voyez bien à quel point ça s'urbanise. On a un trafic automobile fou là où nous sommes maintenant, et je sais que ce sont des sujets compliqués. Oh oui, mais l'urbanisation de la ville est bientôt terminée, on va encore gagner 500 habitants. Et les promoteurs immobiliers, je pense qu'ils sont 10 à avoir pignon sur rue dans ma commune. Et je crois que j'ai développé à leur égard vraiment une colère parce que en fait, ils font valoir l'extension économique, l'attractivité de la métropole bordelaise. Et ils n'ont aucun scrupule à aller détruire des zones humides et à prendre des terres que l'on pourrait réserver
l'agriculture. Les mairies, les communes valident ça, alors qu'on a quand même sur l'artificialisation des sols des décisions, mais à l'horizon 2050. Enfin, bon, c'est juste fou qu'on ne soit pas plus conscient de ça. Et du coup, notre façon d'abîmer le monde abîme le monde. C'est pour ça notre façon d'habiter le monde. Et du coup, pour moi, il y a un énorme dilemme ici, une équation, et c'est pas pour rien qu'il y a des collectifs partout en France qui s'emparent de ça et qui disent mais en fait nous on n'est pas forcément d'accord, mais il faut dépasser le not in my backyard. En fait c'est en effet, on a souvent tendance à s'emparer de quelque chose qui va dégrader directement notre environnement, mais plus globalement, comment est-ce qu'on pense ça? Et quand on s'intéresse par exemple aux chantiers de rénovation énergétique, aux logements vacants qui sont inoccupés dans les villes et qu'on continue de construire ailleurs, je me dis qu'est-ce qu'on pourrait réfléchir? Mais plus j'y pense, plus je me dis que je devrais peut-être pas le lire, mais une équation qu'on n'arrivera pas à résoudre. Donc, je veux pas être défaitiste, c'est pas mon attitude. Non, mais je veux dire, il faut pas lâcher. Mon propos n'est jamais de lâcher, mais des fois, j'ai un profond soupir de me dire, mais par quel bout commencer? Mais ces collectifs que j'ai été rencontrer, pour le coup, me mettent vraiment... je dirais pas en joie, mais en tout cas me remplissent d'espoir, parce que nombre de leurs actions fonctionnent. De plus en plus, certains disent mais je ne veux pas de cet entrepôt Amazon ou de cette zone commerciale, c'est pas possible aujourd'hui. Et donc, sans que ce soit des personnes convaincues des besoins d'être écolo aujourd'hui, et il y en a plein, ce sont des gens qui commencent à réfléchir et à se dire mais en fait il y a un truc qui tombe plus rond. Et juste ça, je me dis c'est que on a quand même grandi en conscience dans une bonne partie de la population. Mais dans le rural, là où je suis, je me rends bien compte que les gens de la ville qui viennent s'installer dans les campagnes, on commence aussi à ne plus les aimer. C'est aussi des intrus. Et c'est ce que je disais à mon maire hier. Je lui ai dit, mais vous vous rendez compte qu'à terme, vous allez aussi créer Et dans ma commune, après nous, on est vraiment dans le rural et ça a majoritairement voté pour l'extrême droite. Alors qu'avant, plus on se rapproche de Bordeaux, plus c'est Macron ou plutôt une pensée de gauche. Et je me dis, tiens, c'est marrant, ce territoire-là est à l'image de quelque chose qui se passe, de ce que des géographes bien connus ont analysé et qui ont des impacts en fait profondément politiques sur nos choix de société. Et c'est là que le livre en fait veut en venir, dans cette notion de cohabiter. C'est cohabiter avec le non-humain, mais aussi entre nous. Quels sont les choix que l'on fait pour arriver à peut-être prendre des décisions un peu différentes. Oui. Alors, une autre question cruciale que tu poses, page 205, où et quand s'opèrent les ruptures vis-à-vis du vivant et comment? Et tu nous parles du fait, entre autres, que les enfants sont de moins en moins en contact physique avec la terre, les animaux, les végétaux. Et ça a plein de conséquences. D'ailleurs, ça m'a rappelé le livre de Marie-Monique Robin, La fabrique des pandémies, dans lequel elle interviewe de nombreux scientifiques, puisque le film est en train de sortir maintenant, le documentaire. Et ces scientifiques mettaient aussi le focus sur le fait que c'est assez terrible que les enfants ne soient plus assez en contact avec la terre, mettent les mains dans la terre, et que du coup, c'est ce qui permet de développer des défenses immunitaires et d'être en contact avec cette biodiversité et tout ça. Oui, l'hygiénisme. Au-delà de ça, c'est la peur. La peur de laisser un enfant grimper à l'arbre ou aller gratouiller ou aller toucher. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette notion de transmettre le lien. Moi, quand on me parle de l'éducation des enfants, comme sur le dernier débat de la présidentielle, il y a peu, où on dit, c'est les matières basiques. Moi, je pense qu'il est urgent de mettre les enfants dehors, de faire des forest school où on va, au plus jeune âge, aller leur insuffler l'envie de grimper aux arbres, l'envie d'observer, l'envie de comprendre ce vivant, d'observer en fait, parce que si on cultive pas ça dès le plus jeune âge, ça va pas être inséminé en eux. Et du coup, dans cette transmission, je voulais aussi parler de toute cette
activités associatives qui existent sur le territoire avec les clubs de protection de la nature, qui fait un magnifique travail depuis 50 ans, mais aussi montrer que même quand on est éducateur nature aujourd'hui, on peut encore apprendre dans les approches sensibles qui se développent aujourd'hui avec des forest schools qui leur permettent aux enfants de juste aller dehors, décider de leur programme, faire une cabane, juste s'amuser et apprendre à travers ça. Parce que dans les forest schools, on leur apprend à calculer, à écrire, à mettre en récit ce qu'ils ont fait. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un réseau, la classe dehors, qui s'est créé il y a 2 ans, avec des instits qui essaient justement de faire sortir leur classe. Ça reste encore assez inégal sur le territoire, mais il faut absolument que les communes aident les professeurs qui le souhaitent à emmener leur classe, à trouver des terrains où ils peuvent aller. Mais même en ville, on peut trouver ça, même dans un parc, en fait. Et je crois que les enfants sont toujours heureux quand ils rentrent d'expérience nature de cette manière-là, parce que c'est. Il y a une remise en contact. Parce que c'est vrai qu'à la campagne, on est en milieu rural, on grandit, on a la nature partout. Mais surtout les jeunes d'aujourd'hui. Je veux dire, moi, j'ai 50 étudiants cette année dans différentes écoles. Oui. Un peu plus de 50 même. Donc ils ont entre 20 et 30 ans. Ils ont grandi avec ces menaces que l'on connaît très bien. Ils savent que le GIEC fait des alarmes encore de plus en plus sévères. On en a déjà parlé. Mais ce qu'on peut reprocher aujourd'hui dans ces approches de la biodiversité, c'est qu'on va parler d'environnement. On va du coup neutraliser un peu ce que c'est quoi l'environnement. On va insister sur le besoin de préserver l'environnement. Donc ils sont tous au taquet sur les déchets plastiques dans l'océan. Ok, génial. En effet, il faut parler de ça parce que c'est un énorme problème. Et heureusement, là, il y a beaucoup de décisions cette année à ce sujet qui doivent être prises. Mais du coup, ça n'apparaît que comme un environnement un peu, pour moi, il n'y a pas de vie derrière. On sent pas ça, on n'a pas le lien. Et c'est pour ça que je disais, dans l'école de mes enfants, ils font plein de choses, les maîtresses sont géniales, mais une des premières sorties organisées pour les tout petits cette année, c'était pour aller ramasser les déchets. Et donc, mon petit loup de 5 ans, et c'était sponsorisé par une grande chaîne de supermarchés qui, pendant des années, a distribué des sacs plastiques. Et je me disais, mais on marche sur la tête, on fait nettoyer la nature, entre guillemets, par nos gosses qui sont pas responsables de ça, et en plus c'est du sponsoring et je me suis dit j'avais juste envie de crier, à me dire mais en fait, et bon, la maîtresse depuis a fait plein d'autres trucs géniaux où justement elle les emmène, donc c'était pas pour la critiquer elle, c'était juste pour dire on a ce défaut d'aborder ce sujet par cet angle de protection, nettoyage, alors qu'en fait c'est pas ça le lien au vivant, ça doit être quelque chose qui passe par l'observation, l'émerveillement, la curiosité, la connaissance, l'apport scientifique qui va expliquer, raconter des histoires. Et voilà. Et du coup, cette approche sensible est très différente. Et donc, pour les plus jeunes, transmettre, c'est aussi ça. Mais ça, c'est aussi, comme je le raconte, à travers d'autres façons de faire, dans l'héritage qu'on va préparer pour d'autres, dans la préservation des terres, etc. Oui. À propos justement des espaces protégés, tu poses une question qui mérite, je trouve, d'être posée car elle suscite de plus en plus de débats. Tu dis, nous classons beaucoup de sites, mais les protégeons-nous mieux ? Là aussi, des controverses apparaissent de plus en plus actuellement sur ce que l'on entend par protéger et sur les dérives que ça peut entraîner. Et juste après toi, donc je rencontre quelqu'un de Survival International. Ils se battent actuellement par rapport à cette grande initiative qui va peut-être se mettre en place de 30% d'aires protégées sur la 2030. Planète. Voilà. Et derrière ces aires protégées, il y a aussi des populations, des peuples autochtones, qui se retrouvent quelquefois malmenés. Bien sûr. Donc on protège pas le vivant, on protège une forme de vivant. Et là, on voit aussi cette pensée en silo, où on est dans des petites cases, et du coup, on n'arrive pas à avoir une vision globale et à aborder les... C'est pour ça que le livre, je le termine avec Vincent Bretagnol, qui a une belle rencontre aussi dans cet ouvrage, qui donc lui, dans les Deux-Sèvres, avec son laboratoire, 30 000 habitants, 450 km², où il expérimente justement ce qu'est une protection de la nature faite avec les habitants et avec les contraintes de la vie telle qu'on la vit, avec nos façons de produire, de consommer, parce qu'il est important
de préserver des espaces sauvages, de réensauvager. Donc c'est ce que disent Béatrice, Gilbert Cochet et d'autres, en disant voilà, on va racheter des terres, on ne va pas y toucher. C'est ce que permettent les obligations réelles environnementales de sanctuariser des espaces. Oui. Alors certains, les plus critiques, vont dire oui, mais là on met la nature sous cloche. Alors c'est pas tout à fait exact, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, mais en tout cas, garder des espaces de vie sauvage. La laisser vivre elle-même, c'est mettre sous cloche. C'est intéressant. Mais c'est surtout qu'en France, on est très très en retard. C'est-à-dire qu'on a des aires marines énormes, on est un des pays au monde à en avoir le plus, on a un devoir d'agir là-dessus et en fait on ne le fait pas bien. Il y a des pays où il y a 10% de zones préservées. Là on en est, je crois, en France à 3%. Donc on peut vraiment aller plus loin. Et 3% c'est rien. Les 3% c'est dans des milieux montagnards où de toute façon l'homme ne pourrait pas aller vivre ou développer une activité. Donc ça c'est important. Mais il faut aussi apprendre à vivre avec. Et donc ça veut dire que là aussi, politiquement, dans les choix qu'on fait au quotidien, il faut réintroduire la nature en ville. Il faut comprendre que si on la détruit, on va aussi se détruire une des principales solutions pour lutter contre le changement climatique. Et c'est pour ça que Vincent Bretagnol, j'aime beaucoup son approche, c'est qu'il dit en fait, le changement climatique, on sait que ça se réchauffe, on peut encore agir, etc. Mais si on ne prend pas en compte la défense du vivant, on va de toute façon accroître la crise climatique. Et donc les enjeux du vivant sont prioritaires par rapport aux enjeux climatiques parce que si on ne fait pas attention à ça, vraiment on va scier la branche sur laquelle on est assise. Et le pire, c'est que certaines solutions pour répondre aux enjeux climatiques vont aller à l'encontre du vivant. Donc je voulais aussi faire passer ce message, c'est que on a gagné une bataille culturelle dans le sens où maintenant tout le monde parle d'énergie, de climat, mais le vivant, ça reste encore un champ sur lequel il faut se battre en termes de sensibilisation du public, mais aussi en termes de prise de conscience des élus et des chefs d'entreprise, etc., qui au quotidien peut-être négligent trop ces aspects-là. Oui. Alors il y a un chapitre donc que tu as intitulé Lutte. Pourquoi un chapitre Lutte dans une enquête sur comment renouer avec le vivant ? Parce que c'est une histoire de rapport de force. Et que sans rapport de force, parfois, on n'arrive pas à faire avancer les choses. Alors voilà, c'était aussi parce que j'ai rencontré des collectifs de citoyens en lutte pour défendre des espaces. Donc ça va être les zones à défendre, comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais il y en a plein d'autres. Ça va être les peuples autochtones qui luttent aussi avec des ONG internationales, comme le raconte Marine Calmé de Wild Legal, quand ils vont lutter pour développer des outils juridiques qui permettent de défendre, de donner une personnalité juridique à des entités à défendre. Enfin, c'est aussi montrer que ces luttes-là sont nécessaires aujourd'hui et qu'elles sont justes, que si on ne les mène pas, il sera trop tard. Et je pense que, on parle beaucoup de la jeunesse, mais il n'y a pas que la jeunesse, il y a beaucoup de gens qui luttent depuis longtemps et qu'on peut le faire de manière, qu'il faut utiliser tous les outils à notre disposition. Oui, et c'est un des aspects aussi sur lequel tu reviens, sur l'utilisation de l'outil juridique avec des personnes que j'ai aussi reçues sur So Sweet Planet, Valérie Cabanès, Marine Calmé, qui font un travail, je trouve, extraordinaire, parce que je trouve que ça va au-delà de simplement s'emparer du juridique pour réussir à faire respecter certaines choses. Et tout ça, c'est que ça fait vraiment bouger des lignes dans les esprits. Et tu en parles aussi par rapport au Parlement de Loire. Oui. Donc, il y a tout un travail qui est fait de sensibilisation, parce que le juridique, on ne voit pas tellement le rapport avec la sensibilisation. Moi, je trouve que dans leur approche à toutes ces femmes-là, qui, aussi avec notre affaire à tous, l'affaire du siècle et tout ça, voilà. Et je trouve qu'elles font un travail extraordinaire, qui ne sont même pas reconnues à leur juste valeur actuellement. Le droit est une forme de récit. Oui. Cette notion d'écocide doit être reconnue. Je ne suis pas sûre que ça soit un outil qui suffise en tant que tel. Il ne suffira sans doute pas. Oui, il faut un ensemble de... Il permet, en tout cas, de faire avancer certains... Et c'est comme les procès pour inaction climatique. Oui. Ce sont des moments où on peut avoir des débats de fond, faire savoir qu'il y a problème et péril dans la demeure. Et cette notion d'écocide est très fertile pour ça. Et si elle aboutit, en tout cas elle a déjà abouti dans d'autres pays, ça permettra de poser
en lieu et place des éléments de protection et de défense du vivant surtout. Et voilà. Donc le droit, le juridique sont des outils utiles en ce sens. Oui. Ce ne sont pas les seuls, mais dans la structuration des luttes aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'ouvrages qui se consacrent à ça et qui expliquent quelle marche à suivre pour mener à bien tout ça. Parce que je pense qu'il y a des luttes... Ils viennent de sortir un ouvrage sur le sujet. Oui, il y a des... Notre affaire à tous l'a fait. Oui. Il y a François Verdet aussi, là, qui m'a envoyé son livre avec, je crois, la relève et la peste, sur une lutte qu'ils ont menée contre un parc à vagues dans le Pays Basque. Ah oui, à Saint-Jean-de-Luz. À Saint-Jean-de-Luz, donc... un peu surréaliste, ça aussi. Voilà, donc, non, mais surtout que c'est quand même l'endroit où il y a des vagues incroyables, puisque tout le monde vient du monde entier faire du surf. Mais il faut arriver à se faire entendre par rapport à ça et s'organiser. Et je pense que ce lien du vivant est un bon lien pour ça. Oui. Tu écris aussi dans le chapitre Lutte, page 186, vous l'aurez compris, ce sont souvent les mêmes problématiques, les mêmes histoires, les mêmes rapports de force, comme tu viens de le dire. Il y a quelques mois, j'ai rencontré Steve Agimon, l'un des co-auteurs d'un beau livre sur une histoire des luttes environnementales de par le monde depuis le XVIIIe siècle. Et ça m'a un peu déprimée en fait. Enfin, pas lui parce que c'est super, le livre est super vraiment. Et puis il y a aussi plein de choses intéressantes et encourageantes dans ce livre. Mais je crois que c'est justement ce qui m'a le plus frappée, de réaliser à quel point la plupart des problèmes et des causes des problèmes qu'on a aujourd'hui ont été identifiés il y a plus d'un siècle. Et les alertes, les luttes se succèdent indéfiniment avec effectivement toujours les mêmes rapports de force. Et on pense au rocher de Sisyphe. Toi, tu parles d'un jour sans fin du combat écologique. Est-ce qu'il y a des choses par rapport à ça qui t'ont donné de l'espoir au cours de cette année ? Eh bien, à vrai dire... les auteurs de ce livre là, que tu viens de citer, moi, m'ont beaucoup inspiré sur un autre travail qu'ils avaient fait sur l'histoire des médias et leur traitement de l'écologie. Et en m'intéressant justement à ces questions-là, je me suis rendu compte que là aussi, on avait déjà les premières alertes il y a 50 ans. C'est pas pour autant que ça a changé, que le modèle de développement qui est le nôtre n'a pas permis non plus les échos suffisants, parce que contradictoires avec le monde publicitaire ou le modèle que l'on voulait nous vendre. Donc rien ne m'étonne maintenant. Je ne développe pas de cynisme, mais je ne me surprends plus. Je ne vais pas m'offusquer parce que voilà, je pourrais le faire. Ça se fait beaucoup sur les réseaux sociaux et voilà, il faut continuer de le faire. Oui, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient stérile aussi. Et en plus, ça cultive une négativité qui fait qu'on peut céder au défaitisme. C'est difficile de garder courage. Je pense qu'il faut œuvrer peut-être différemment, que si on doit apprendre de cet échec, parce que je crois qu'on peut parler d'échec aussi, c'est ce que disent les scientifiques, c'est-à-dire que voilà, mais les scientifiques ont réussi à faire entendre un certain nombre de choses, des textes ont pris en compte leurs paroles, c'est un manque de courage politique. Donc en fait, après, je pense qu'il faut une diversité d'actions, que je n'oppose pas les différents types de lutte et d'actions, ça surtout pas, il en faut à tout niveau, et un entrepreneur sera aussi utile qu'un zadiste. Enfin, la radicalité des uns peut répondre à une façon plus subtile d'agir pour d'autres. Tout à fait, il y aura des degrés de rapidité différents, mais ce qui me remplit d'espoir et en même temps c'est voulu par la force des choses, c'est qu'on a quand même une urgence qui maintenant est rentrée dans les consciences. Quand on voit la manière dont les jeunes se mobilisent, c'est important de les encourager et de leur donner envie de continuer. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un chantier crucial qui est celui de prôner le pouvoir, en fait. User de l'outil politique. Ce matin, pareil, j'entendais un analyste qui disait que l'outil du vote n'était plus aussi important qu'avant parce qu'on avait les réseaux sociaux, les luttes d'influence, qu'on peut, sur certains sujets, agir différemment que par la voie démocratique. Moi, je pense qu'il faut justement refaire beaucoup d'éducation civique, réexpliquer
quels sont les leviers d'action à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'une communauté de communes, à l'échelle d'un département, à l'échelle de... Parce que tout ça s'emboîte et que mine de rien, ce sont ces outils-là qui encadrent notre façon de faire société. Et quand on voit que y a aussi une bonne partie des jeunes qui nous remplissent d'espoir, qui ne vont pas voter, ça pour le coup, je me dis c'est dommage. Alors la politique, pareil, ne résoudra pas tout, mais elle va quand même résoudre un certain nombre de choses. C'est elle qui encadre et qui fait des choses et qui définit des lois et que ce sont des leviers importants. Mais on pourrait avoir la même réflexion au niveau du rôle des entreprises. Un leader qui comprend certaines choses a beaucoup de pouvoir. Mais voilà, je me dis, donc on a une jeunesse aujourd'hui qui s'empare de ça, qui refuse les jobs à la papa comme avant, parce que justement, ça les heurte qu'on puisse en être là aujourd'hui. Donc voilà, quand ces jeunes-là seront arrivés au pouvoir, peut-être que les choses auront avancé. La seule question, c'est est-ce que dans notre équation de temps, ça sera suffisant. Mais ces jeunes-là ont des parents qui voient aussi leur inquiétude grandir et ça ne peut pas les laisser indifférents. Et j'ai vu dans les manifs, j'ai parlé avec des mamans qui ont 50, 60 ans, qui me disaient je viens marcher parce que mes enfants sont paumés, ils veulent pas d'enfants, je suis inquiète. Donc il y a quelque chose qui se passe. Je pense qu'on est à un tournant. Je sais pas quelle en sera l'issue, mais voilà. Donc je veux pas me laisser décourager, je veux apprendre de ces luttes passées parce qu'il y a toujours une transmission à avoir avec ces vieux singes et ces nouveaux singes. Mais voilà, m'offusquer parce que ça ne fonctionne pas, je me dis, ces ficelles-là, on les connaît maintenant. Essayons de concentrer notre énergie sur ce qu'il est possible de faire pour essayer d'avancer le schmilblick. Donc, il faudra continuer à lutter, à exprimer ce désarroi et cette insatisfaction. Derrière, bâtissons aussi. Oui. Pour terminer, est-ce que tu continues depuis la fin du livre? Je me demandais, est-ce que tu vas continuer à faire des expériences? Est-ce que ça a éveillé ta curiosité ou est-ce que tu vas plutôt maintenant développer ce que tu as déjà acquis? Partir en avion Oui. Non, c'est quelque chose qui se cultive avec le temps. En fait, quand on m'a confié cette enquête, je leur ai dit, mais vous êtes fous, j'aurais pas assez d'une vie pour comprendre le sens de notre rapport au vivant. Donc pour moi, j'ai l'impression d'avoir semé une graine, d'avoir partagé les premiers émois, les premières expériences, d'avoir ouvert des portes, d'avoir envie de transmettre ça en disant mais soyons vigilants et collectivement emparons-nous de ce rapport au vivant. Mais non, à titre personnel, j'ai besoin maintenant d'avoir ma dose, d'aller me balader en forêt, d'être attentive à ça. Ça, c'est sûr. Je peux plus faire autrement, sinon je me sens un peu en manque. Donc, comme je disais, il y a quelque chose de viscéral, physiquement, qui s'est passé. Ça m'a surtout donné envie d'aller plus loin encore dans le cadre de mon métier de journaliste, d'en parler plus, mais de voir s'il n'y a pas d'autres enquêtes à faire, dénoncer ça, peser d'une manière ou d'une autre sur tout ça. C'était ça justement, pour terminer, je vais te demander, est-ce que ça a éveillé d'autres idées de projets Quand je vais voir mon maire pour l'interroger sur l'urbanisation massive de la commune, ça fait partie des démarches où je me dis, il faut que je m'entoure d'autres personnes dans mon entourage pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais je me sens démunie et impuissante, avec une méconnaissance totale du jargon administratif qui encadre les politiques de développement et d'aménagement du territoire. Mais ça m'intéresse. Je me dis qu'il y a des questions de déprise agricole. Lucille Leclerc en a parlé dans un livre très récent sur ces sujets qui est un gros sujet aussi. Enfin, tout est lié. Cette complexité, je crois encore dans la vertu du travail journalistique bien fait pour alerter, mais je pense comme Marie-Monique Robin que on doit servir l'intérêt général et permettre aux gens aussi de se faire un avis et d'aller plus loin dans l'engagement. Donc parce que je sais qu'on défend une cause juste et que on aura beau dire que ces journalistes environnementaux sont des militants, je pense qu'on ça sera toujours une idée reçue qui nous collera à la peau, mais je sais où on est, je sais à quel point on est aligné avec ce qu'il est nécessaire de défendre. Oui, c'est ça, parce que militant, quand on parle de juste essayer de protéger la survie de l'humanité, c'est assez fou, quand même, d'entendre encore ce genre de... Les faits scientifiques ne sont pas des propos d'activistes. Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, un grand merci, Anne-Sophie. Je vais rappeler. Alors, merci à toi. Un grand merci parce que c'est utile, rappelons-le, c'est d'utilité publique. Et il y a des choses utiles par rapport à ces sujets actuellement qui peuvent être un petit peu fastidieux ou ennuyeux à lire, et puis ou
qui peuvent être un peu déprimants aussi. Et c'est vrai, je comprends que ça fait là, depuis 2-3 ans, on est tellement à saturation de problèmes et de choses angoissantes. Mais là, c'est pas du tout la couleur du livre. Au contraire, c'est réjouissant, c'est drôle, je l'ai dit, puisqu'il y a de l'humour. Et c'est instructif aussi, surtout. C'est qu'on apprend beaucoup de choses. Donc, je rappelle le titre « L'enquête sauvage. Pourquoi et comment renouer avec le vivant ?» Les éditions Salamandre et Colibri. Donc, comme d'habitude, je vais vous mettre dans le descriptif du podcast le lien pour aller acheter directement sur le site des librairies indépendantes le livre d'Anne-Sophie Novelle. Donc un grand merci pour tout ce travail que tu fais, pour merci à toi aussi, oui, comme Marie-Monique Robin que tu citais, comme pas mal d'autres, heureusement, aujourd'hui, qui se battent contre vents et marées pour continuer à sensibiliser, à éveiller, à faire connaître et à nous emmener vers un monde meilleur, on l'espère, bien que le contexte soit un peu compliqué au moment où on parle. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi et bonne continuation. À bientôt. Une prochaine fois. Au revoir. Vous pouvez retrouver So Sweet Planet sur Twitter, Facebook et Instagram. Et puis, si cette interview vous a plu, n'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. Enfin, autre information capitale, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. So Sweet Planet est un média indépendant et autoproduit. J'ai besoin de votre soutien et je vous offre en plus pas mal de contenus exclusifs. Venez les découvrir. Je vous mets le lien vers Patreon dans le descriptif de ce podcast. À tout de suite.